4x4, ce qui est génial, c'est que quand on se retrouve dans un moment de galère, il y a toujours un esprit d'entraide, il y a toujours, que ça soit en course ou que ça soit en balade, quand tout le monde vient aider quelqu'un qui est planté, il y a un esprit d'entraide et de camaraderie. Je crois que c'est ce côté magique, c'est surtout ce moment où en fait la galère devient du plaisir après, quoi. Pour moi, ça ne représente pas simplement l'esprit mécanique, c'est aussi l'esprit d'aventure, c'est aussi la découverte des pays, c'est plein de choses. On peut tellement aller avancer avec un 4x4. Ça m'a permis de découvrir, d'aller en Australie, d'aller en Mongolie, de découvrir plein de choses. Et puis aussi, il y a un esprit humain, il y a plein de choses au milieu de tout ça. C'est très difficile de parler du 4x4, mais c'est très très vaste. Paris-Moscou-Pékin en 95, on a eu un problème technique, on est resté en train de bricoler pendant 1 heure et à ce moment-là on avait vraiment l'impression que la course était terminée et malgré ça on a réussi à repartir et on a gagné la course, donc ça c'est un grand moment, c'est un moment magique. Un des moments difficiles, probablement des plus difficiles du Dakar, ça a été ces traversées de dunes en Mauritanie. On a fait 50 km en 24 heures, on s'est planté des dizaines de fois, il a fallu sortir les plaques, la pelle, mais c'est vrai que ça a été très difficile, mais maintenant avec le temps, avec un peu de recul, ça devient vraiment un bon souvenir quand même. Mon plus fort souvenir du Dakar, c'est difficile, il y en a tellement, mais je crois quand même que cette année, c'est quand on arrive au bout du lac Rose, qu'on voit la ligne d'arrivée, c'est vraiment un grand moment d'émotion, parce qu'après 15 jours de lutte, de joie, de peine, passer la ligne d'arrivée en vainqueur, comme ça, c'est quelque chose vraiment d'émouvant, et c'est vrai qu'on fait le plein de sensations. Et le 4x4, pour moi, c'est avant tout une passion. Et à travers ce programme, je me propose de vous la faire découvrir à travers ce B.A.B.A. et j'espère que vous aurez envie avec moi de venir plus loin. Bon allez, on y va maintenant. Bonjour, vous avez plus l'habitude de me voir dans un 4x4 de compétition. C'est vrai que pour une fois ça change de voir un véhicule aussi joli. Il faut savoir aussi que le 4x4 c'est pas forcément aller vite, c'est pas forcément faire des bombes de mètres, ça peut être aussi un véhicule de tous les jours, un véhicule utilitaire. Moi je roule tous les jours avec un Pajero long et je dois avouer qu'il y a quand même pas mal de raisons. C'est pas simplement juste pour me faire transporter d'un point à l'autre. Bon, le 4x4 ça a bien évolué maintenant. On a un véhicule qui est capable de tout faire, c'est-à-dire que c'est devenu à la fois une vraie berline et ça a quand même gardé ce côté tout-terrain. Donc ce qui est important, c'est vraiment de savoir l'utiliser parce qu'on a tendance un petit peu à considérer ça comme une voiture de tous les jours et ça offre tellement de possibilités qu'en fait c'est très difficile de connaître et d'utiliser. On est en présence de 3 véhicules qui sont à la fois différents puis à la fois similaires, c'est-à-dire que ça c'est un Pajero long, c'est un châssis long, donc on retrouve un petit peu toute cette gamme, c'est-à-dire que comme on voit, il y a 4 portes, 7 places, c'est à la fois, on pourrait dire, un monospace, à la fois une grosse berline, mais ça reste aussi un vrai tout-terrain, et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est capable de faire de très belles choses en tout-terrain. On vous fera voir ça un petit peu plus loin. Là, on a exactement la même motorisation, c'est-à-dire c'est le 2,8 litres turbo diesel, c'est ce qu'on retrouve en majorité au niveau motorisation. Et là, on a la même chose, exactement, c'est identique, sauf que c'est un châssis court, c'est-à-dire 5 places, 2 portes. Et c'est le véhicule, je dirais, un petit peu plus petit. Ça désavantage un petit peu en tout-terrain, c'est un petit peu plus facile à manier. Mais bon, je dirais que les capacités de franchissement sont à peu près identiques. Là, on a ce qu'on appelle un utilitaire, enfin... Au départ, c'était un utilitaire, mais c'est devenu tellement sophistiqué, tellement joli, qu'en fait, on pourrait très bien considérer que c'est aussi une berline de tous les jours. D'ailleurs, moi, j'adore rouler avec la benne. C'est entre le pick-up américain et la vraie berline. Bon alors, le secret, il est là. Voilà.
le moteur. Alors là, regardez, c'est quand même assez joli. Là, c'est le moteur diesel. Donc en fait, vous avez le choix. Heureusement, vous n'avez pas 50 choix. Vous avez soit le moteur diesel, 2,8 litres turbo, c'est-à-dire, regardez, avec l'échangeur, ce qu'on appelle l'intercouleur, en fait, c'est ça. On refroidit l'air du moteur. Autrement, vous avez la possibilité aussi d'avoir le 3,5 litres essence. Bon, il faut savoir que en tout terrain, vous ferez la même chose. Essence ou diesel, c'est à peu près pareil. Bon, sur la route, il y a une différence surtout en vitesse de pointe, en accélération. Il faut savoir que ça va se payer par une consommation comme une berline, hein, ça va se payer en consommation d'essence. Bon, au niveau de la boîte de vitesse, deux solutions, boîte mécanique ou boîte automatique. Bon, c'est pareil, en tout terrain, il faut enlever l'idée reçue que les boîtes automatiques, c'est pas capable de faire du tout terrain parce que c'est pas vrai. En boîte automatique, on fait du tout terrain et on le fait très très bien. Il y a des petits inconvénients, mais la marge est tellement loin qu'en fait, si vous voulez vraiment utiliser votre véhicule avec une boîte automatique, il n'y a vraiment aucun problème. Bon, ça, c'est une boîte 5, autrement une boîte traditionnelle, une boîte très solide. Il faut savoir que sur le 4x4, tout est surdimensionné. Que ce soit le moteur, la boîte de vitesse, que ce soit tous les éléments, en fait, c'est tellement fait pour faire du tout-terrain. En fait, si on se contente d'utiliser ça sur la route, c'est inusable. Ça travaille à 50% de ce que c'est capable de faire, donc il n'y a vraiment aucun problème. Donc après, c'est une histoire de choix. La boîte automatique, bien sûr, comme tous les véhicules, la boîte automatique, ça permet d'être plus tranquille en ville. Les gens qui roulent en ville vont préférer la boîte automatique, mais bon, autrement, c'est pas un handicap. Bon, le plus gros handicap, en fait, des 4x4, bon, ça, malheureusement, on n'a pas trouvé la solution miracle, c'est les pneumatiques. Les pneumatiques, tous les véhicules tout-terrain qui sont vendus, d'origine, sont vendus avec des pneumatiques, ce qu'on appelle mixtes, mais qui sont plus ciblés route que tout-terrain, puisque les véhicules sont plus souvent sur la route qu'en tout-terrain. Donc il faut savoir que ces pneus-là sont capables de faire, tous les pneus d'origine sont capables de faire du tout-terrain quand c'est sec, mais dès que ça devient gras, le problème est là. Donc il faut savoir que le pneu parfait n'existe pas, on en parlera un petit peu plus loin, le pneu parfait n'existe pas, donc il faut trouver un compromis. Bon. Vous allez voir que malgré tout, avec ces pneus-là, on peut faire quand même des très belles choses en tout terrain. Mais c'est vrai que la limite, on atteint plus facilement la limite le jour où il pleut que lorsque c'est sec. Autrement, l'utilisation du véhicule, je vous dis, tout est prévu pour faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, par exemple, dans l'eau, vous avez un filtre à air qui est situé, regardez, vous avez un filtre à air qui est situé très haut avec une aspiration dans l'aile. C'est-à-dire que, grosso modo, vous pouvez passer dans l'eau jusqu'à 1 mètre. C'est-à-dire à peu près à la hauteur des phares. Hein. À mon avis, vous arrêterez avant. Mais enfin, il faut savoir que si vous mettez de l'eau jusqu'au milieu des phares, il n'y a absolument aucun problème. Bon, maintenant, il ne s'agit pas de rentrer vite dans l'eau. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais si vous rentrez trop vite dans l'eau, la vague, à ce moment-là, vient sur le pare-brise et ce n'est pas l'idéal. Mais pour vous dire que tout est conçu. Donc, en utilisation, vous verrez que la marge est très, très loin. En fait, le plus dur, c'est de faire les premières rayures. Hein. Quand vous commencez à faire du tout-terrain, le plus dur, c'est quand vous venez de l'acheter, vous n'avez pas envie de l'abîmer. Il faut savoir que c'est capable de tout faire. Bon, on a fait un petit peu le tour général, on peut faire les revues de détail, mais bon, voilà. Après, on va aller peut-être sur le terrain, voir ce qu'on peut faire avec. Vous êtes à bord, ambiance à bord. Bon, il n'y a pas, vous voyez que c'est pas dépaysant par rapport à une berline. Bon, quand on monte à bord, ce qui choque au départ, c'est la hauteur. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus haut que dans une berline. Ça vous donne un sentiment je dirais pas de supériorité, mais vous avez l'impression de dominer déjà un petit peu, et donc ça vous donne une meilleure visibilité, vous voyez plus loin. Donc ça, c'est déjà pas mal, c'est un gros avantage. Bon, autrement, vous êtes assis assez haut, et vous avez la chance, au niveau confort, d'avoir un siège suspendu. Hein, vous avez donc sur suspension réglable en fonction du poids. Hein. Bon, on n'aime pas. Certaines personnes préfèrent le bloquer pour faire du tout-terrain. C'est une histoire de choix. Hein. Bon, autrement, vous retrouvez tout le confort des berlines. Hein. Vous avez toute la sécurité, c'est-à-dire vous avez les 2 airbags, vous avez les glaces électriques, vous avez enfin tout ce qu'on peut trouver dans les berlines modernes, hein, bien sûr, avec bien sûr la solidité, le côté costaud en plus. Bon, le secret du 4x4, c'est pratiquement pareil sur tous les véhicules, c'est ce petit levier. Ce que tout le monde se pose comme question, c'est-à-dire ce deuxième levier de vitesse. Alors ça vous offre en fait plusieurs véhicules dans le même. C'est-à-dire que vous avez la possibilité 2 roues motrices, quand il fait beau, grand soleil, autoroute, 2 roues motrices. Position 4H, là vous passez en mode intégral, c'est-à-dire que là vous avez 4 roues motrices, vous pouvez rouler sur le sec, sur une route sinueuse, quand vous voulez, intégral ou permanent si vous préférez. Par sécurité, vous pouvez, bien sûr, dès qu'il pleut, mais même sur le sec, vous pouvez rouler en 4H. 4HLC, vous retombez dans un 4 roues motrices classique pour faire vraiment du tout-terrain. Et les 4 LLC,
là, vous tombez dans les vitesses courtes. C'est-à-dire que c'est là que vous transformez votre véhicule en tracteur pour faire du franchissement. Autrement, qu'est-ce qui choque quand on rentre? Moi, il n'y a plus grand-chose qui me choque, mais bon, ce qui surprend, c'est, voilà, là, vous avez des manomètres, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, le principal en 4x4, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un avion, c'est l'inclinomètre. Ça vous donne un petit peu le niveau du véhicule et l'inclinaison de la pente. On verra tout à l'heure que ça peut avoir son utilité. On navigue entre 30 et 35% d'inclinaison. Vous avez l'altimètre, bon, c'est quelque chose en plus. Et vous avez là, ça c'est des essuie-glaces, on s'en sert comme sur une voiture. Et là, vous avez la température intérieure. Voilà. Et bon, si, il y a encore une chose qui est miraculeuse. Là, ça, on va pas le voir, mais on fera quelque chose après. Ça, c'est aussi le petit bouton magique, c'est Monsieur Plus, là. Vous avez le blocage de différentiel arrière. Alors, ça paraît un petit peu compliqué comme terme, mais vous verrez que c'est très, très utile. Donc ça, on fera ça. Autrement, voilà, vous avez l'intérieur traditionnel et utilisable. La montée, c'est la première difficulté à appréhender en 4x4 et c'est probablement la plus facile. Exercice pratique, on y va. Et voyez, bon, on est redescendu, on n'est pas monté jusqu'en haut. C'était juste une petite démonstration, c'est pour vous montrer l'angle d'attaque. Alors ce qu'on appelle l'angle d'attaque avec un véhicule tout-terrain, c'est l'angle en fait entre l'axe de la roue et l'inclinaison, ce qu'on appelle le porte-à-faux, en fait l'angle du pare-choc. En fait, vous voyez que ça représente quand même un angle assez important. Bon, il y a une limite quand même, mais vous voyez que là, ça fait une pente quand même qui est très raide et on arrive à passer en venant juste frôler le pare-choc. Bon, là, on n'est pas monté exprès puisque l'arrivée est quand même assez dure, il faudrait prendre de l'élan. Mais enfin, voilà, c'était juste pour illustrer un petit peu ce que c'est que l'angle d'attaque et les possibilités qu'on a. C'est pas toujours évident, ça vous paraît difficile une pente comme ça, mais malgré tout c'est un véhicule de série, il y a des pneus d'origine et ça monte quand même. Bon, maintenant il y a quelques petits trucs quand même à savoir, c'est-à-dire là je suis monté en deuxième vitesse petite. C'est-à-dire qu'il faut prendre un minimum d'élan. Vous avez vu, je ne suis pas arrivé à fond dans la pente, mais j'ai accéléré un petit peu. En première, ça paraît logique de monter en première. Simplement, la pente est tellement forte, en fait, qu'on a du mal parce que les roues patinent. Donc j'ai mis la deuxième avec un tout petit poil d'élan. Et vous avez vu, ça monte tout seul. Donc, vous voyez que tout est faisable, en fait. Alors, la descente à aborder avec prudence. Suivez-moi. Alors voilà, alors ça en descente jamais. Là c'est justement la chose qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire débrayer et tourner les roues. Vous voyez, on prend de l'élan et là vous risquez d'aller à la catastrophe, voire au tonneau. Donc faites très attention, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est visuel, mais oubliez ça tout de suite. Maintenant on va vous faire voir comment on doit descendre quand on n'arrive pas à monter une pente, comment on doit reculer, que ce soit en marche avant ou en marche arrière, comment on doit attaquer les choses correctement. Voilà.